18. Attaquer le flanc vulnérable de l'adversaire. La stratégie du pivotement. Lorsque vous attaquez directement vos adversaires, vous renforcez leur résistance et cela vous complique la tâche. Il vaut bien mieux que vous détourniez l'attention de l'ennemi pour l'attaquer de côté, là où il ne s'y attend pas. En le frappant sur un flanc fragile, vulnérable, vous créez un choc, un moment de faiblesse que vous pourrez exploiter. Poussez l'ennemi à prendre des risques, à exposer ses points faibles, puis frapper un grand coup de côté. La seule façon de faire bouger un adversaire borné est de l'approcher indirectement. Attaqué par le flanc. En 1793, Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette furent décapités sur ordre du gouvernement révolutionnaire. Or, Marie-Antoinette était la fille de l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse, et en raison de la mort de la reine, les Autrichiens devinrent les ennemis jurés de la France. Au début de l'an 1796, ils se préparèrent à envahir le pays depuis le nord de l'Italie, qu'ils contrôlaient à l'époque. En avril de cette même année, Napoléon Bonaparte, alors âgé de 26 ans, se vit confier le commandement de l'armée française en Italie. Il était chargé d'une mission simple, empêcher les armées autrichiennes de pénétrer en France. Sous Napoléon, et pour la première fois depuis la Révolution, non seulement les Français parvinrent à tenir une position défensive, mais ils réussirent en outre à prendre l'offensive, repoussant les Autrichiens vers l'Est. Les Autrichiens furent doublement humiliés. Ils se faisaient refouler par une armée de révolutionnaires et, de surcroît, par un général totalement inconnu qui menait sa première campagne. 6 mois durant, l'Autriche envoya des armées combattre Napoléon, mais chacune fut obligée de se replier sur la forteresse de Mantoue, jusqu'à ce que celle-ci soit finalement surpeuplée de soldats autrichiens. Laissant des troupes à Mantoue pour tenir les Autrichiens en respect, Napoléon établit une base plus au nord, dans la ville stratégique de Vérone. Si les Autrichiens voulaient gagner la guerre, il faudrait d'abord qu'ils l'expulsent de Vérone et qu'ils libèrent les soldats qui mourraient de faim, piégés à Mantoue. Le temps pressait. En octobre 1796, on confia au baron Joseph d'Alvinci le commandement de 50 000 soldats autrichiens avec la mission de débarrasser Vérone des Français. Homme d'armes expérimenté et fin stratège, Alvinci étudia la campagne napoléonienne en Italie avec soin. Il dut reconnaître que le jeune général forçait le respect. Pour battre ce brillant militaire, les Autrichiens devraient se montrer plus flexibles, et Alvinci pensait tenir la solution. Il diviserait son armée en 2 colonnes, la première sous son commandement, l'autre sous celui du général russe Paul Davidovitch. Les 2 colonnes marcheraient séparément vers le sud, convergeant en direction de Vérone. Parallèlement, Alvinci lancerait une fausse campagne pour faire croire à Napoléon que l'armée de Davidovitch était peu nombreuse. Elle comptait en réalité 18 000 hommes, et que ce n'était qu'une simple force destinée à protéger les lignes de communications autrichiennes. Si Napoléon sous-estimait Davidovitch, il se montrerait moins résistant face au général russe et la voie vers Vérone serait libre. Le plan d'Alvinci consistait en fait à broyer Napoléon entre les mâchoires de ces 2 armées. Les Autrichiens arrivèrent dans le nord de l'Italie au début du mois de novembre. À la grande joie d'Alvinci, Napoléon sembla tomber dans le piège. Il envoya une poignée d'hommes contre Davidovitch, qui ne se fit pas prier pour leur administrer leur première réelle défaite en Italie, avant de continuer sa marche sur Vérone. Pendant ce temps, Alvinci s'approchait de la ville par l'est. Il se délectait de sa stratégie en étudiant ses cartes. Si Napoléon envoyait plus d'hommes pour arrêter Davidovitch, il affaiblirait les défenses de Vérone. Et s'il essayait de bloquer l'entrée d'Alvinci à l'est, cela l'affaiblirait contre Davidovitch. S'il faisait venir des renforts de ses troupes basées à Mantoue, il libérerait 20 000 soldats autrichiens qui ne feraient qu'une bouchée de lui en venant du sud.
Alvinci savait aussi que les hommes de Napoléon étaient épuisés et affamés. Ils se battaient sans relâche depuis 6 mois et avaient probablement atteint leurs limites. Même ce petit génie de Napoléon ne pourrait s'en sortir. Quelques jours plus tard, Alvinci avança vers le village de Caldiero, aux portes de Vérone. Il infligea une autre défaite aux troupes françaises envoyées là pour l'arrêter. Après une kyrielle de victoires, Napoléon avait perdu 2 batailles d'affilée. Apparemment, sa chance avait tourné. Comme Alvinci préparait son attaque finale sur Vérone, il reçut de troublantes nouvelles. Contre toute attente, Napoléon avait divisé son armée à Vérone, mais au lieu d'envoyer ses troupes contre Alvinci ou Davidovich, il dirigeait une force considérable quelque part vers le sud-est. Le lendemain, son armée fut signalée à proximité d'Arcole. Si les Français traversaient le fleuve vers Arcole et avançaient de quelques kilomètres au nord, ils couperaient les lignes de communication d'Alvinci et seraient en mesure de prendre leur dépôt de ravitaillement à Villanova. Il était plus qu'inquiétant d'avoir derrière soi ces énormes troupes françaises. Alvinci fut obligé de laisser provisoirement Vérone de côté pour renvoyer ses hommes vers l'est. Il s'était retiré juste à temps et put arrêter les Français avant qu'ils ne traversent le fleuve et n'attaquent Villanova. 2 jours durant, les 2 armées se battirent vaillamment pour le pont d'Arcole. Napoléon lui-même conduisit plusieurs charges et y risqua sa vie. Une partie des troupes qui tenaient Mantoue fut dispersée au nord pour soutenir les Français à Arcole, mais l'armée d'Alvinci s'inclina. La bataille était dans une impasse. Au 3e jour de combat, les soldats d'Alvinci, dont les troupes étaient notablement diminuées par les incessantes attaques françaises, se préparaient à une autre bataille pour le pont lorsqu'ils entendirent des trompettes retentir depuis le sud. Une force française avait réussi à traverser le fleuve en aval du pont et se dirigeait par le flanc vers les troupes autrichiennes à Arcole. Le son des trompettes fut bientôt remplacé par les cris et le sifflement des balles. Cette apparition surprise des Français sur leur flanc fut le coup de grâce pour les soldats autrichiens à bout de force. Sans même tenter d'évaluer la taille des troupes ennemies, ils paniquèrent et prirent la fuite. Les Français traversèrent en masse. Alvinci rassembla ses hommes au mieux et se réfugia vers l'est. Mais la bataille de Vérone était perdue. C'était la fin pour Mantoue. D'une certaine manière, Napoléon avait réussi à arracher la victoire d'une défaite. La bataille d'Arcole contribua à construire le mythe de son invincibilité. Interprétation. Napoléon n'était pas magicien. Sa victoire sur les Autrichiens en Italie était en réalité d'une simplicité désarmante. Face à 2 armées qui convergeaient vers lui, il calcula rapidement qu'Alvinci était le danger le plus important. La bataille de Caldiero encouragea les Autrichiens à penser que Vérone serait défendue par une confrontation directe et frontale. Mais Napoléon divisa son armée et envoya le plus gros des troupes menacer les ravitaillements autrichiens, leurs lignes de communication et leurs portes de sortie. Si Alvinci avait ignoré la menace et continué d'avancer sur Vérone, il se serait éloigné de sa base et se serait mis en grand danger. S'il était resté sur place, Napoléon l'aurait pris en étau entre 2 armées. En fait, Napoléon savait qu'Alvinci serait obligé de battre en retraite. La menace était trop réelle. Une fois cela fait, Napoléon reprenait l'initiative. À Arcole, le général français comprit que l'ennemi était fatigué. Il envoya une petite unité traverser le fleuve plus au sud afin de les approcher par le côté, avec l'ordre de faire un maximum de tapage. Trompettes, cris, coups de feu. Cette attaque, aussi petite fut-elle, sema la panique et le chaos. La ruse fonctionna. Cette manœuvre, que Napoléon avait baptisée la manœuvre sur les arrières, devint sa préférée. Son succès était basé sur 2 réalités. D'abord, les généraux aiment à placer leurs armées en position de force frontale,
qu'il s'agisse d'attaquer ou de défendre. Napoléon jouait souvent de cette tendance en feignant d'attaquer frontalement. Dans le feu de la bataille, il était impossible de constater qu'il ne restait que la moitié de l'armée, tandis que l'autre moitié arrivait par l'arrière ou par le flanc. Ensuite, une armée menacée par le côté est inquiète et vulnérable et doit manœuvrer pour faire face à l'ennemi. Ce temps de pivotement est un temps de faiblesse et de confusion. Même en position de force, comme l'armée d'Alvinci à Vérone, elle perd sa cohésion et son équilibre lors du pivotement. Prenez exemple sur ce grand maître. Il est rarement sage d'attaquer de front. Les lignes ennemies sont serrées, concentrées, et donc très résistantes. À l'inverse, sur le flanc, elles sont beaucoup plus vulnérables. Ce principe s'applique aux conflits et aux luttes de toutes échelles. Il est souvent possible de détecter le point vulnérable d'un adversaire en procédant par élimination. La façade est ce qu'il montre, la partie la plus solide. Ce peut être une personnalité agressive, une façon de traiter les gens par le mépris. Il s'agit aussi parfois d'un mécanisme de défense évident, une manière de tenir les intrus à l'écart afin de protéger sa stabilité. Ce peut être enfin une idée, une croyance, une façon de plaire. En poussant les gens à exposer cette façade, à se montrer et à révéler ce vers quoi ils tendent, on les pousse aussi à mettre à nu un flanc vulnérable, des désirs inconscients, un sentiment d'insécurité béant, des alliances précaires, des contraintes impondérables. Une fois que ce flanc est ciblé, l'ennemi devra pivoter. Il perd l'équilibre. Attaqué par le côté, tout ennemi est faible. Nul ne peut se défendre contre une manœuvre d'attaque par le flanc. L'opposition à la vérité est inévitable, et spécialement lorsque la vérité adopte la forme d'une idée neuve. Mais on peut réduire la résistance si l'on veut bien réfléchir, non seulement sur le but, mais également sur la méthode d'approche. Évitez de lancer une attaque frontale contre une position établie depuis longtemps. Cherchez au contraire à la tourner par un mouvement de flanc, de telle manière qu'un côté plus vulnérable soit exposé au choc de la vérité. B. H. Lidlhart, 1895-1970. Occuper le flanc. Lorsqu'il était jeune homme, Jules César, 144 avant Jésus-Christ, fut capturé par des pirates. Ils exigèrent une rançon de 20 talents. César éclata de rire en répliquant qu'un homme de son rang valait au moins 50 talents, et se porta volontaire pour payer cette somme. On envoya ces hommes chercher l'argent, et César demeura seul avec ces pirates assoiffés de sang. Au cours des semaines qu'il passa avec eux, il prit part à leurs jeux et à leurs festivités, s'amusa avec eux, plaisantant en les menaçant de les crucifier un jour ou l'autre. Amusés par ce jeune homme attachant et plein d'esprit, les pirates finirent par l'adopter quasiment comme l'un des leurs. Mais une fois la rançon payée et César libéré, il se rua vers le port le plus proche, affréta quelques navires à ses frais, puis revint vers les pirates. Il les surprit dans leur tanière. Au premier abord, ils l'accueillirent gaiement. César les fit arrêter, reprit l'argent et, comme promis, les fit crucifier. Au cours des années qui suivirent, beaucoup devaient apprendre à leur ravissement ou à leur horreur qu'avec César, on ne plaisantait pas. Mais César ne répondait pas systématiquement par des représailles. En 62 avant Jésus-Christ, lors d'une cérémonie religieuse qui se tenait chez lui, un jeune homme du nom de Publius Clodius fut surpris, travesti et caché parmi les femmes présentes. Il était l'amant de Pompeia, la propre femme de César. C'était évidemment le pire des outrages, et César divorça immédiatement en déclarant que sa femme devait être au-dessus de tout soupçon. Mais lorsque Clodius fut arrêté et jugé pour sacrilège, César se servit de son argent comme de son influence pour faire acquitter le jeune homme.
Il fut récompensé au centuple quelques années plus tard, lorsqu'il se préparait à quitter Rome pour la guerre des Gaules, et qu'il eut besoin de quelqu'un pour protéger ses intérêts en son absence. Il se servit du fidèle Claudius, paré désormais du titre de tribun. Ainsi, celui-ci défendit avec ténacité les intérêts de César, faisant tant de tapage au Sénat par ses manœuvres détestables que personne n'eut le temps, ni même l'idée, d'intriguer contre le général absent. Les trois hommes les plus puissants de Rome étaient à l'époque César, Crassus et Pompée. Craignant Pompée, général populaire et renommé, Crassus proposa une alliance secrète à César, qui refusa avec mépris. Quelques années plus tard, César préféra approcher un Pompée méfiant qui voyait en lui un rival potentiel. Il lui suggéra de former une alliance. En retour, il promit de soutenir certaines de ses propositions politiques qui avaient été repoussées par le Sénat. Surpris, Pompée accepta, et Crassus, ne voulant pas être en reste, accepta de les rejoindre pour former le premier triumvirat, qui devait diriger Rome pendant plusieurs années. En 53 avant Jésus-Christ, Crassus fut tué sur le champ de bataille en Syrie. Très vite, une lutte de pouvoir se dessina entre Pompée et César. La guerre civile semblait inévitable. Pompée avait le soutien du Sénat. En 50 avant Jésus-Christ, le Sénat ordonna que César, qui se battait en Gaule à l'époque, et Pompée envoient chacun une légion en Syrie pour y soutenir l'armée romaine. Mais puisque Pompée avait déjà prêté une de ses légions à César pour la guerre des Gaules, il suggéra d'envoyer celle-ci en Syrie. Ainsi, César perdait 2 légions au lieu d'une. Cela l'affaiblirait considérablement pour la guerre à venir. César ne pit pas mot. Il envoya les 2 légions. Mais l'une d'elles, comme il s'y était attendu, ne partit pas en Syrie et fut cantonnée près de Rome, à la disposition de Pompée. Avant que les 2 légions ne partent, César paya généreusement chacun des soldats. Il demanda aux officiers de répandre à Rome une rumeur selon laquelle ses troupes en Gaule étaient épuisées, et que s'il fallait les envoyer contre Pompée, elles changeraient de camp à peine les Alpes franchies. Pompée tomba dans le panneau, et prévoyant des désertions massives dans le camp adverse, ne s'inquiéta pas de recruter d'autres soldats. Il devait amèrement le regretter plus tard. Au mois de janvier de l'an 49 avant Jésus-Christ, César franchit le Rubicon qui séparait la Gaule de l'Italie. C'était un geste inattendu qui signait le début de la guerre civile. Surpris par cette avancée, Pompée prit la fuite avec ses légions vers la Grèce, d'où il prépara une importante opération. Lorsque César se mit en route vers le sud, les partisans de Pompée, abandonnés à Rome, furent terrifiés. En Gaule, César avait la réputation d'être brutal vis-à-vis de ses ennemis. Il rasait des villes entières et massacrait leurs habitants. Pourtant, lorsque César obtint les clés de la ville de Corfinium et qu'il captura des sénateurs et des militaires qui s'étaient battus pour Pompée, il ne leur fit subir aucun châtiment. Il leur rendit le butin pillé dans la ville par ses propres soldats. Cette preuve de clémence devint un modèle de comportement avec les partisans de Pompée. Au final, ce ne furent pas les hommes de César qui rallièrent Pompée, mais l'inverse. La marche sur Rome fut donc rapide, et pas une goutte de sang ne fut versée. Ensuite, bien que Pompée eût établi une base en Grèce, César décida de l'attaquer d'abord par le flanc. Il visait l'importante armée cantonnée en Espagne. Au cours de plusieurs mois de campagne, il réussit à prendre le dessus sur ses troupes, conduites par les généraux de Pompée, Afranius et Petreius. Il finit par les encercler et les mettre en situation désespérée. Afranius et ses hommes, ayant entendu parler de la clémence de César envers ses ennemis, lui firent dire qu'ils étaient prêts à se rendre. Mais Petreius, horrifié par cette trahison, informa ses troupes que tout soldat qui rejoindrait le camp de César serait mis à mort sans autre forme de procès. Puis,
Déterminé à poursuivre la lutte, il conduisit ses hommes au combat, mais César s'y refusa. La bataille n'eut pas lieu. Finalement, à court de nourriture, les hommes de Pompée se rendirent. Cette fois, ils s'attendaient au pire, puisque César avait pris connaissance des massacres qui avaient eu lieu. Pourtant, il pardonna à Pétreius et à Afranius, et se contenta de dissoudre l'armée, non sans fournir aux soldats la nourriture et l'argent nécessaires pour leur retour à Rome. Ayant eu vent de cette histoire, les cités espagnoles encore loyales à Pompée changèrent de camp. En 3 mois, César avait conquis l'Espagne romaine par une habile diplomatie, sans verser une seule goutte de sang. Au cours des mois suivants, les soutiens politiques de Pompée à Rome s'évaporèrent. Il ne lui restait plus que son armée. 1 an plus tard, sa défaite contre César à la bataille de Pharsale, dans le nord de la Grèce, mit un point final à sa déchéance. Interprétation. Très tôt dans sa carrière politique, César comprit qu'il existait de nombreuses façons de conquérir un territoire et une population. La plupart des gens avancent plus ou moins directement, tentant simplement d'avoir le dessus sur l'adversaire. Mais à moins de tuer l'ennemi, ce n'est là qu'une façon de renforcer un antagonisme qui s'enracine et qui s'aggrave. De tels ennemis sont fort dangereux. César, quant à lui, découvrit une nouvelle façon de se battre en surprenant l'adversaire par une intelligente générosité. Désarmé, l'ennemi devient allié, le négatif positif. Plus tard, si nécessaire, lorsque l'ancien adversaire ne se méfie plus, il est toujours temps de se venger, comme César le fit avec les pirates. Mais en vous montrant doux et clément, vous faites souvent de votre ennemi l'allié le plus fidèle. C'est ce qui arriva avec Publius Claudius, qui, après avoir été chassé de la demeure de César, devint son homme de confiance le plus dévoué. Lorsque la guerre civile éclata, César comprit qu'il s'agissait d'un phénomène politique autant que militaire. Le pivot de l'affaire, c'était le soutien du Sénat et du peuple romain. Sa clémence faisait partie intégrante d'une campagne destinée à désarmer l'ennemi autant qu'à isoler Pompée. En fait, César s'appliqua tout le long à occuper le flanc de l'ennemi. Au lieu de l'attaquer frontalement et d'engager un combat face à face, il se mettait de son côté, soutenait ses causes, le couvrait de cadeaux, le gâtait de compliments et de faveurs. Une fois César de leur côté, politiquement et psychologiquement, ses ennemis n'avaient plus de raison de se battre contre lui, n'ayant plus rien à lui opposer. Au contact de César, toute animosité s'évanouissait. Cette façon de combattre lui permit de vaincre Pompée, pourtant militairement en position de force. La vie est une succession d'hostilités, ouvertes ou sous-jacentes. Le conflit est inévitable. Jamais vous ne serez totalement en paix. Au lieu de s'imaginer que l'on peut éviter ces luttes de pouvoir, il vaut mieux les accepter et apprendre à les gérer pour réussir. Quel intérêt y a-t-il à remporter des victoires mesquines, à maltraiter les gens, si cela vous crée des ennemis silencieux qui finiront par se venger un jour ou l'autre? Il faut à tout prix apprendre à contrôler les pulsions qui vous poussent au combat frontal. Empruntez plutôt des voies détournées. Désarmez l'ennemi et faites-en un allié. Il sera toujours temps plus tard de choisir à son égard l'alliance ou la vengeance. Mieux vaut se montrer charmant, doux et généreux afin de dégager la voie et d'économiser son énergie pour les luttes que vous ne pourrez éviter. Trouvez le point faible de l'ennemi, le soutien dont il a besoin, la douceur à laquelle il sera sensible, la générosité qui le désarmera. Dans ce monde politique, les voies du pouvoir sont latérales. Voyons si par la modération nous pouvons gagner tous les cœurs et remporter une victoire durable. Car par la cruauté, les autres ne sont parvenus ni à échapper à la haine, ni à consolider leur victoire de façon significative. Voici une nouvelle méthode de conquête.
renforçait sa position par la bonté et la générosité. Jules César, 144 avant Jésus-Christ. Les clés de la guerre. Les conflits et les luttes auxquels nous faisons face tous les jours sont considérables, bien plus nombreux qu'à l'époque de nos ancêtres. Sur une carte, les passages des armées sont indiqués par des flèches. S'il fallait cartographier nos batailles du quotidien, nous tracerions des milliers de flèches pour illustrer les manœuvres et les trafics incessants, sans parler de celles qui nous visent personnellement, de ces gens qui tentent de nous persuader de faire ceci ou cela, d'aller dans telle direction, de nous plier à leur volonté, à leur cause, etc. Les luttes de pouvoir sont partout. Notre univers relationnel est engorgé d'agressions déguisées. Il faut donc faire preuve de patience et se laisser le temps d'être indirect. Dans la course du quotidien, pour influencer autrui, une approche subtile paraît souvent trop difficile et trop longue. Les gens ont tendance à aller droit au but. Pour convaincre du bien fondé de leurs idées, ils argumentent et monologuent, parlent fort et haussent le ton. Ils partent dans tous les sens, lancent des ordres, des actions, prononcent des discours. Même les plus passifs qui connaissent l'art de la manipulation et de la culpabilité se montrent relativement directs, et il suffit de les observer un peu pour les démasquer. Le résultat de tout ceci est donc double. Nous sommes tous de plus en plus sur la défensive et résistants au changement. Pour maintenir la sérénité et la stabilité de nos vies, chacun s'enferme dans un château fort protégé d'épaisses murailles. Et pourtant, nous restons soumis à la brutalité croissante du quotidien. Toutes ces flèches qui s'abattent sur nous en permanence sont autant d'agaçantes piqûres. On a l'irrésistible envie de rendre les coups reçus. Mais en réagissant à chaud, on se laisse emporter dans des disputes et des batailles frontales. Il faut beaucoup d'efforts pour sortir de ce cercle vicieux et voir les choses différemment. Posez-vous la question. Quel est l'intérêt de se montrer direct et agressif si cela ne fait qu'augmenter la résistance de l'adversaire et ainsi l'ancrer dans ses opinions? Certes, la franchise et l'honnêteté sont un grand soulagement, mais elles ne font qu'accroître l'antagonisme. C'est une absurdité stratégique. À la guerre, sur un champ de bataille, sans parler des guerres du quotidien, les batailles frontales sont de plus en plus rares. Les militaires ont fini par réaliser qu'une attaque directe augmentait la résistance de l'ennemi. Il est beaucoup plus efficace d'agir de façon détournée. Dans la société contemporaine, les vrais détenteurs du pouvoir sont ceux qui ont acquis cette subtilité. Ils savent combien il est important d'approcher de biais, de déguiser ses intentions, afin de pousser l'ennemi à baisser sa garde et d'en frapper le point faible, au lieu de foncer tête baissée. Ils savent amadouer les gens pour les influencer, au lieu de les malmener. Cela demande du travail et de la pratique, mais s'avère toujours efficace à long terme. Cela limite les conflits et permet de meilleurs résultats. Pour attaquer par le flanc, il faut procéder par étapes. La première ne doit révéler ni vos intentions ni votre ligne d'attaque. La manœuvre sur les arrières de Napoléon est un modèle. Frappez d'abord de face, comme le fit Napoléon contre les Autrichiens à Caldiero, pour attirer l'attention sur le front. Laissez l'ennemi venir à vous pour un corps à corps. Alors seulement, l'attaquer par un autre angle sera pour lui inattendu et difficilement parable. Lors d'une réception à Paris en 1856, la foule n'avait d'yeux que pour une nouvelle arrivante, la comtesse de Castiglione, aristocrate italienne de 18 ans. Elle était d'une beauté sans pareille. Son port de reine faisait d'elle une statue vivante. L'empereur Napoléon III, coureur de jupons notoires, ne put s'empêcher de la remarquer et de se laisser fasciner. Mais il s'en tint là. Il préférait les femmes au sang chaud. Pourtant, lorsqu'il la revit au cours des mois suivants, il ne put malgré lui rester indifférent à cette femme. Lors des cérémonies à la cour,
Napoléon et la comtesse échangèrent des œillades et quelques mots de temps à autre. Mais elle partait toujours avant qu'il n'engage véritablement la conversation. Elle était chaque fois superbement vêtue, et bien après la fin de la soirée, son image flottait encore dans l'esprit de l'empereur. Elle ne semblait pas être particulièrement sensible à son charme, et se contentait d'être polie. Cela le rendit fou. Il se mit à la courtiser assidûment, et l'emporta après des semaines d'acharnement. Mais même lorsqu'elle fut sa maîtresse, il la sentit toujours froide et distante. Il devait en permanence lui courir après, toujours inquiet de ses sentiments. Il était au comble de la jalousie à chaque soirée, car elle attirait les hommes comme des aimants. Leur liaison se poursuivit, mais bientôt l'empereur se lassa de la comtesse et passa à une autre maîtresse. Toutefois, elle continua à l'obséder. Au même moment, le roi du Piémont, Victor Emmanuel, séjournait à Paris chez la comtesse. À l'époque, l'Italie était divisée en plusieurs petits États, mais avec le soutien de la France, le pays allait bientôt devenir une nation unifiée. Victor Emmanuel entretenait l'espoir secret d'en devenir le premier roi. Lors de ses conversations avec Napoléon, la comtesse évoquait parfois le roi du Piémont, louant son caractère, son amour de la France et ses dons de meneur d'hommes. L'empereur ne pouvait qu'acquiescer. Victor Emmanuel ferait un parfait roi d'Italie. Bientôt, Napoléon aborda la question avec ses conseillers, puis encouragea vivement la montée de Victor Emmanuel sur le trône, comme si l'idée venait de lui. Il parvint à ses fins. Mais il ignorait que son aventure avec la comtesse avait été organisée par Victor Emmanuel et son avisé conseiller, le comte de Cavour. Ils avaient envoyé la comtesse à Paris pour séduire Napoléon et lui instiller l'idée d'appuyer Victor Emmanuel. Toute l'aventure entre la comtesse et l'empereur avait été planifiée avec la précision d'une campagne militaire. On avait choisi et prévu avec soin ses tenues de soirée, les regards furtifs et jusqu'aux mots qu'elle utiliserait. Sa façon discrète de le piéger est un exemple parfait d'attaque par le flanc, une séduisante manœuvre sur les arrières. La beauté froide et les manières fascinantes de la comtesse attirèrent irrésistiblement l'empereur. Cela alla si loin qu'il fut convaincu d'être lui-même en position d'agresseur. Concentré sur cette attaque de séduction frontale, il ne s'aperçut pas que la comtesse l'attaquait par le côté, lui suggérant subtilement l'idée de faire couronner Victor Emmanuel. Si elle l'avait abordé plus directement, ou si elle lui avait explicitement proposé cette idée, non seulement elle aurait échoué, mais elle aurait probablement poussé l'empereur à faire le contraire. Irrémédiablement entraîné par sa faiblesse pour les jolies femmes, il était vulnérable à cette attaque détournée. Ce type de manœuvre est un modèle de persuasion. Ne révélez jamais vos intentions ni vos buts. Usez de vos charmes, de votre conversation. Faites preuve d'humour et de flatterie. N'importe quoi pour détourner l'attention de votre cible. Elle se concentre ailleurs, son flanc est exposé. C'est le moment de faire des allusions discrètes ou de suggérer de subtils changements de direction. Les portes s'ouvrent, les ponts-levis s'abaissent, l'ennemi est désarmé et vulnérable. La vanité de vos ennemis est une sorte de front. S'ils attaquent sans que vous sachiez vraiment pourquoi, c'est souvent parce que vous avez, sans le vouloir, menacé leur vanité, le sentiment de leur importance dans la société. Il faut s'efforcer de les sécuriser. Encore une fois, tous les moyens sont bons. Flatterie, cadeaux, promotion, proposition d'alliance, mise à égalité, appropriation de leurs idées et de leurs valeurs. Tout cela ancre l'ennemi dans sa position d'attaque contre le monde, mais abaisse sa garde vis-à-vis de vous. En sécurité, il est vulnérable à une manœuvre par le flanc qui sera particulièrement dévastatrice si votre cible est quelque peu vaniteuse. La manœuvre latérale est surtout efficace lorsque vous parvenez à inciter l'ennemi à exposer son point faible. Cela veut dire l'induire en erreur,
l'obligeait à avancer de façon à ce que son front d'attaque soit étroit et ses flancs étendus, la cible parfaite pour une attaque de côté. En 1519, Hernando Cortés débarqua une petite armée sur la côte est du Mexique pour réaliser son rêve de conquérir l'Empire aztèque. Mais il devait d'abord conquérir ses propres hommes, notamment un petit groupe particulièrement virulent de partisans de Diego de Velázquez, gouverneur de Cuba, qui avait envoyé Cortés en mission d'éclaireur. Or celui-ci comptait se réserver la conquête du Mexique. Les partisans de Velázquez mettaient des bâtons dans les roues de Cortés à chaque étape, complotant en permanence contre lui. La pomme de discorde était l'or, que les Espagnols devaient amasser pour le renvoyer au roi d'Espagne. Cortés avait laissé ses hommes s'en servir pour acheter de la nourriture. Les hommes de Velázquez tenaient à ce que cela cesse. Cortés fit mine de céder et suggéra que les hommes de Velázquez nomment un trésorier, ce qu'ils firent. L'homme confisqua alors de tous les soldats. Naturellement, cette politique éveilla un vif mécontentement chez ces derniers, qui affrontaient des dangers considérables et en tiraient un maigre profit. Ils se plaignirent amèrement. Cortés les renvoya vers ceux qui avaient instauré cette politique au nom du gouverneur de Cuba. Évidemment, il n'avait lui-même jamais approuvé cette décision. Très vite, les hommes de Velázquez furent haïs, et Cortés, sous la pression des autres soldats, fit volontiers cesser cette collecte. Dès lors, les conspirateurs ne parvinrent plus à susciter aucun enthousiasme. Ils étaient seuls, vulnérables et méprisés. Cortés fit souvent usage de cette stratégie pour gérer les dissensions et les troubles faits. D'abord, il suivait leurs propositions, les encourageant parfois à aller plus loin. En fait, il poussait ses ennemis à exposer un flanc fragile où leurs idées égoïstes et impopulaires pourraient se révéler. Cela lui offrait une cible à viser. Souvent, lorsque les gens expriment leurs idées et leurs convictions, ils se censurent eux-mêmes pour paraître plus conciliants et plus souples qu'ils ne le sont réellement. Si vous attaquez frontalement, vous n'irez pas bien loin, car vous n'avez pas de cible précise. Pour éviter cela, il faut d'abord pousser vos ennemis hors de leurs limites, afin de vous créer une cible digne de ce nom. Pour ce faire, mettez-vous en retrait, suivez le mouvement, puis piégez-les au moment où ils sont totalement découverts. Une autre solution est de les pousser à bout, de leur en faire dire plus qu'ils ne l'auraient voulu. Ils s'exposent, avancent un argument indéfendable ou adoptent une position ridicule. La clé est de ne jamais frapper trop tôt. Laissez à votre ennemi le temps d'apporter le bâton pour se faire battre. Au sein d'une société aussi politique que la nôtre, chacun dépend de sa position sociale. Nous avons tous besoin de soutien, d'où qu'il vienne. Ce fondement du pouvoir est un flanc fragile et exposé. Franklin D. Roosevelt savait par exemple que la force et la faiblesse d'un politicien résident dans ses électeurs, qui ont le pouvoir de le réélire ou non aux prochaines élections. Ainsi, il savait toujours pousser un sénateur à soutenir un projet de loi ou une nomination, quelles que soient ses opinions personnelles quant à cet enjeu majeur, en menaçant sa popularité auprès de ses pairs. Pour mettre l'ennemi en position de faiblesse, rien de tel que de menacer son statut social et sa réputation. Une fois que vous contrôlez ce gouvernail, vous saurez toujours le faire aller dans la direction de votre choix. Attention cependant, ces manœuvres doivent rester subtiles et indirectes. En 1801, Napoléon offrit à la Russie l'occasion de devenir protectrice de l'île de Malte, encore sous contrôle de la France. C'était pour la Russie l'opportunité d'avoir une base importante en Méditerranée. L'offre semblait généreuse, mais Napoléon savait que les Anglais prendraient bientôt le contrôle de l'île, qu'il convoitait depuis longtemps et avait les moyens de s'approprier. La marine française était trop faible pour la garder. Les Anglais et les Russes étant alliés, l'île de Malte allait brouiller cette alliance. Le seul but de Napoléon était de semer la discorde.
la stratégie doit être en révision constante pour s'affiner sans cesse. Un adversaire qui ne voit pas où vous voulez en venir est en situation de faiblesse. Plus vous serez indirect, telle une boule de billard qui percute plusieurs bandes sous divers angles pour atteindre son but, plus l'ennemi aura de mal à se défendre. Lorsque c'est possible, calculez vos coups en fonction de cet objectif. C'est là le masque parfait pour votre attaque. Image, le homard. C'est une créature intimidante et énigmatique, protégée par d'impressionnantes pinces, une carapace dure et une queue puissante. Si vous l'attaquez directement, vous en paierez le prix. Mais retournez-le avec un bâton pour exposer son flanc tendre et vulnérable, ses pinces ne lui sont plus d'aucune utilité. Il est à votre merci. Autorité. N'attaquez pas de front les positions que vous pouvez obtenir en les tournant. Napoléon Bonaparte, 1769-1821. A contrario. En politique, il est très efficace de se ranger du côté adverse, de construire sa stratégie en suivant l'ennemi. Le président Clinton l'employa avec beaucoup de finesse dans ses négociations avec les républicains. Dans cette situation, l'adversaire n'a plus de prise sur vous, plus rien pour manœuvrer. Mais cela peut aussi vous coûter cher si la situation se prolonge. L'opinion publique, talon d'Achille de tout homme politique, ne distingue plus ce qui vous différencie de l'autre camp. À long terme, c'est dangereux. Il vaut mieux user de la stratégie de la polarité, voir chapitre 1, qui est alors bien plus efficace. Attention à ne pas exposer votre propre flanc en attaquant celui de l'adversaire.